Je m'en voudrais de parler d'intensité sans parler de l'extase et naturellement du tantra. Je pourrais dire le Tao aussi, mais je préfère le tantra à cause de l'approche qui est un petit peu différente de celle du Tao. D'ailleurs, le tantra est plus vieux que le Tao. Pour les non-initiés, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, l'extase, c'est un terme qui est déterminé pour signifier les orgasmes qui durent plusieurs minutes. Être en état d'orgasme sur une longue période. Oui, c'est vrai. On parle de plusieurs minutes, on peut parler d'heures. Il n'y a pas de limite en tant que telle. Les taoïstes considèrent qu'il y a 9 paliers à l'orgasme et que nous, on connaîtrait seulement que le quatrième avec les orgasmes explosifs tels qu'on connaît ici, qui sont mécaniques et superficiels. Là, je vous entends réagir. Vous allez dire, ben voyons donc, comment est-ce que ça peut être possible? Ça ne doit pas être tolérable. Le cerveau doit exploser. En réalité, c'est parce que on pense que l'extase, c'est comme des orgasmes ordinaires, mais qui durent plus longtemps avec plus d'intensité. En fait, c'est pas ça du tout. Essayons de comprendre comment est-ce que ça se passe. En fait, le tantra, c'est un mode de vie, c'est une philosophie, c'est une façon de vivre sa sexualité qui soit plus harmonieuse avec le corps et les sens. Le tantrisme, c'est né là, au-dessus de 5000 ans là, avant Jésus-Christ. C'est en Inde, c'est hindouiste. Euh, avec le culte du dieu Shiva, okay, et sa compagne Shakti. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose à Indiana Jones. Là. Moi, ça me fait rire quand j'avais vu ça. Ça a influencé les traditions taoïstes et les traditions bouddhistes également. Donc, le Tao dérive du Tantra. C'est donc une approche qui est extrêmement spirituelle. Parce que la sexualité, pour ces cultures-là, n'est pas considérée comme quelque chose d'extérieur. C'est la même chose que de manger, de se nourrir. C'est un besoin naturel, mais qui est beaucoup plus élevé à un niveau spirituel. Mais comment se faire la juste idée de ce que c'est que l'extase si on ne comprend pas vraiment ce que c'est qu'un orgasme en tant que tel? Qu'est-ce que ça fait dans le corps? Je pense que la compréhension du phénomène est très importante pour permettre la prédisposition mentale qui est nécessaire pour vivre ce genre de sensation et d'intensité d'orgasme. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois. C'est comme ça que j'aime l'expliquer pour comprendre les nuances et les différences. Il faut d'abord comprendre qu'il y a deux différents types, deux différentes classes d'orgasmes. Il y a les orgasmes explosifs et les orgasmes implosifs, puis que chacun comporte plusieurs variantes. Dans les explosifs, on retrouve toute la gamme des superficiels, des profonds, puis de ce qu'on peut s'amuser à dire, des semi-profonds. Euh, En plus de toutes ces gammes, il offre plusieurs variantes. Ça veut dire qu'on peut avoir des orgasmes combinés, des orgasmes isolés, des orgasmes répétitifs de même type ou de type différent, ou des orgasmes simultanés. Je ne commencerai pas à les expliquer ici. J'ai un cours complet que sur ça, sur tous les différents types d'orgasmes, comment y accéder, comment est-ce qu'on procède, les différents types de stimulation, etc. Là, fait que donc, si vous suivez le cours sur l'orgasme, il est typiquement sur ça. Ce qui est important de savoir également, c'est qu'il y a deux facteurs qui influencent la qualité de l'orgasme. C'est-à-dire, tu as le facteur physique et le facteur psychologique que je m'amuse également à décortiquer en deux pour enlever l'émotionnel. Parce que l'émotionnel, pour certains, il est plus facultatif et pour d'autres, est carrément essentiel. Mais point de vue intensité, l'émotionnel, c'est sûr que ça ne peut pas passer à côté, mais il n'est pas nécessaire pour atteindre un orgasme. Si on parle d'intensité, oui, mais pas pour l'orgasme mécanique, pour l'orgasme typiquement sexuel, là, superficiel, tel qu'on peut le voir dans les films porno ou ces choses-là. Pour comprendre un petit peu, donnons un exemple. Okay? Mettons que je prends un orgasme clitoridien, okay? Isolé, c'est-à-dire que je vais stimuler la partie du clitoris, donc la sensation ressentie, ça va être au niveau du clitoris. Et je vais faire une stimulation. Donc, je peux avoir un orgasme clitoridien qui va m'emmener à un certain niveau d'intensité. Donc, le côté physique, c'est le clitoris et l'intensité, c'est le psychologique. Je peux avoir plusieurs orgasmes clitoridiens de suite
donc des orgasmes répétitifs, mais de même type. Ou je pourrais avoir un orgasme clitoridien suivi, exemple, d'un orgasme de point G ou tout autre, là. Donc, un orgasme répétitif, mais de type différent. Ou même encore, de combinaison, des orgasmes combinés, c'est-à-dire que je pourrais stimuler plus qu'une partie sensible à la fois et aller également chercher un type d'orgasme de ce type de sensation-là. Si je prends le même exemple d'orgasme clitoridien que je viens de mentionner, dépendamment de mon état d'esprit, dépendamment dans l'état dans lequel je suis, est-ce que je suis ouverte, prédisposée, est-ce que je suis détendue, est-ce que la stimulation est bien faite, est-ce que mon corps, est-ce que j'aime le partenaire avec qui je suis, quelle est mon implication émotionnelle, bon, tous ces facteurs psychologiques-là vont faire que l'orgasme clitoridien que je vais vivre, je peux le vivre de différentes intensités. Je peux me servir également de fantasmes pour augmenter l'intensité. Ou si je ne suis pas du tout dedans, si ça ne me tente pas, si quand même la stimulation est adéquate, même si je ne suis pas nécessairement réceptive, je peux tout de même avoir un certain type d'orgasme qui va être plus mécanique parce que c'est quand même des nerfs, on parle de terminaison nerveuse quand même au niveau du clitoris. Donc, il peut y avoir quand même orgasme clitoridien, mais ça va être un orgasme carrément qui va être superficiel. Si en amour, on cherchait juste la satisfaction sexuelle, la masturbation serait suffisante. On n'aura pas besoin de plus que ça. Sauf que c'est pas ce qu'on recherche. On recherche le contact humain, on recherche la communion, on cherche la relation avec l'autre personne. Tous ceux qui sont seuls vous le diront, la masturbation peut soulager des tensions, mais elle ne procure aucune plénitude. D'ailleurs, les orgasmes ressentis quand on est seul ne sont pas de même intensité que quand on les partage en relation avec quelqu'un d'autre. Et c'est encore différent quand il y a présence d'amour véritable. Et qu'il y a présence de désir et qu'il y a présence de passion. Encore là, c'est toutes des intensités différentes qu'on peut arriver à vivre, toujours pour le même type de stimulation. Voyons tout d'abord comment est-ce que se vit l'orgasme explosif. Okay? Donc, j'ai suffisamment démontré l'intensité psychologique dans mes articles de blog là, sur l'intensité, là, je ne recommencerai pas. Vous savez donc que le psychologique, c'est responsable de l'intensité de l'orgasme, ça définitivement. Parce que pour à peu près n'importe quelle partie, je dirais, sauf le clitoris, là, même si vous avez l'amant idéal, si vous n'êtes pas dedans, si ça ne vous tente pas, si vous n'êtes pas là, il ne pourra pas vous donner un orgasme. L'orgasme, on le prend soi-même. C'est une question de perception des sensations, c'est psychologique. Donc, quelqu'un ne peut pas me donner un orgasme. Il peut prodiguer des caresses, mais il ne peut pas me donner un orgasme. En général, dans un orgasme explosif, on parle de stimulation avec intensité. Okay? Donc, tout est quand même rapide et frénétique. Donc, on va stimuler avec vigueur, c'est dynamique, c'est insistant, on accumule des tensions, donc stimulation, dans la région stimulée. On remarque que le pouls s'accélère, que la pression, le rythme cardiaque augmente également, la respiration, on s'active, on s'anime, on s'affole, c'est presque un marathon. La tension qu'on accumule, si elle est suffisamment intense, elle va exploser vers l'extérieur, okay, de façon à donner libre cours à l'intensité de l'orgasme. Le genre d'orgasme explosif dure en moyenne 10 à 12 secondes. Ensuite, vous vous sentez plus apaisé, plus calme, épuisé souvent, puis vous avez fait une dépense d'énergie. L'orgasme explosif, c'est une récompense et non pas un but à atteindre. Ça arrive de façon quelque peu inattendue. Si on court après, il court plus vite que nous autres. J'aime ça dire ça. Si on court après, il court plus vite que nous autres. Ça c'est vrai, parce que c'est tellement pas un but. Si j'ai juste ça dans la tête, il ne viendra pas. C'est sûr que pour l'homme, c'est un petit peu différent. Ils ont le réflexe de procréation, donc ils ont le réflexe éjaculatoire que nous, les femmes, on n'a pas.
Mais si on court après l'orgasme, absolument, on l'aura pas. Il faut se laisser aller, sentir la sensation pour recevoir la récompense de l'orgasme. Nuance. Ce qui est intéressant, c'est que le fait que l'énergie soit expulsée à l'extérieur, ça fait aussi qu'on a l'impression souvent que le sexe et les rapports sexuels, c'est comme un acte purement physique. C'est quelque chose qui est comme à l'extérieur de nous, qui ne fait pas nécessairement partie intégrante de notre corps et de nos besoins. En tout cas, dans des cultures, la majorité des cultures, on voit que c'est quelque chose qui est externe, qui est comme malsain. C'est pas bon de ressentir ça, ou si oui, il faut le cacher. C'est pas vu comme un besoin essentiel comme les anciennes cultures. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle la performance sexuelle est si présente aujourd'hui pour nous, les Occidentaux. Parce qu'on met ça à l'extérieur de nous plutôt que de le vivre comme quelque chose de profond. Pour ce qui est de l'implosif, c'est différent. C'est un autre monde. Les tantristes considèrent que l'orgasme explosif, c'est une perte d'énergie. C'est de l'énergie gaspillée. Ils préfèrent utiliser cette énergie-là, la rediriger vers l'intérieur plutôt que l'extérieur pour s'en nourrir et se régénérer. Si on regarde les réactions du corps lors d'un orgasme implosif, les réactions sont complètement l'opposé de ceux de l'explosif. C'est-à-dire que le pouls, la pression, la respiration, le rythme cardiaque, tout ça, ça diminue. C'est dans le fond l'art d'être très excité tout en étant extrêmement relax. Le but, c'est de venir distendre toutes les tensions pour laisser libre cours au courant, à la stimulation pour qu'elle soit complètement envahissante. Ce genre d'orgasme, ça ressemble davantage à une série prolongée de vagues, de pulsions subtiles. C'est tout le corps qui est envahi, qui est en état d'orgasme, et c'est pas juste la tête, c'est complètement envahissant, là. C'est très particulier comme sensation. C'est une profonde détente que l'on obtient, mais consciemment, à travers une pratique contrôlée. On n'a pas ça du jour au lendemain nécessairement, ça prend une certaine pratique. C'est une sensation complètement incomparable de bien-être. C'est très intime comme expérience. Je trouve que le terme extase est très très bien choisi pour décrire ce qu'on peut ressentir. Moi, je trouve que personnellement, c'est un peu comme si on flottait dans l'espace, que les pulsions sont subtiles, intenses, envahissantes. Quand on entend dire qu'on forme un seul et unique esprit, tout le monde, quand on est en état d'extase, ça donne vraiment comme cette impression-là. Bon, ok, à ce temps, vous allez me dire, c'est bon, je suis suffisamment curieux, à ce temps, je veux savoir comment est-ce que ça marche, comment est-ce qu'on fait ça. Ben, tout est important dans le tantra. Le bien-être est essentiel. Si vous avez des blocages psychologiques, émotionnels, même physiques, vous allez devoir apprendre à les surmonter pour accéder à l'extase. C'est une méchante thérapie. Si vraiment vous avez des blessures au niveau du corps, au niveau de l'esprit, des traumatismes quelconques, le tantra, c'est une excellente thérapie. Les techniques là-dedans, là, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. D'ailleurs, c'est dans ça que je tire toutes les techniques de guérison de la douleur vaginale chez la femme, entre autres, qui sont absolument extraordinaires et quand même assez faciles à faire, là. C'est un cheminement graduel, c'est un mode de vie, je le disais. Tout ce qu'on y retrouve, c'est simple, c'est à la base, c'est respectueux du corps et de l'esprit. Moi, j'aime bien cette approche parce que dans ma culture autochtone, d'être près des éléments, d'être près du corps, d'être près des sens, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et le tantra, c'est quelque chose de tellement authentique, c'est tellement proche de la personne.
Il faut tellement être près de soi, s'accepter, que c'est quelque chose que je trouve très intéressant comme approche. Donc, pour connaître le bien-être et l'ouverture vers l'extase, vous allez devoir apprendre l'amour de soi, à oublier votre culpabilité face à la sexualité, apprendre à apprécier la spontanéité et l'humour. Oui, même dans le tantrum, on peut rire. Là. Cultiver le plaisir des sens, découvrir la méditation, si vous ne connaissez pas ça encore, renoncer définitivement à avoir un but dans la relation, donc on oublie tout ce qui s'appelle performance, puis de vous accepter le droit à l'abandon. Apprendre l'amour de soi, c'est capital. Si le tantra est principalement être en harmonie avec soi-même, ça ne peut pas être possible si vous ne vous aimez pas. Ça implique d'accepter ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous avez vécu et d'accepter votre corps. Pour oublier votre culpabilité face à la sexualité, vous pensez que vous n'avez pas de tabou, vous n'avez pas de préjugés, vous n'avez pas de fausses croyances. Ben non. Détrompez-vous. On en a toutes. Moi, la première. Moi, je viens d'un monde de préjugés, de tabous à la pelletée. On a tous un bagage culturel et religieux qui est culpabilisant de ce côté-là. Donc oui, on a tous des croyances, des fausses croyances, des tabous, des préjugés. Il faut démolir ça. Le tantrisme nous aide à passer à travers nos peurs et nos croyances sexuelles. Mais une des plus importantes, je dirais que c'est de s'instruire sur la sexualité, de tuer l'ignorance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'en ai fait mon cheval de bataille. C'est que la peur naît de l'ignorance. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Les tabous, les préjugés, les fausses croyances, la religion, tout ce qu'on nous inculque, c'est de l'ignorance. C'est donc très important d'élargir notre éventail de connaissances pour se libérer de ce fardeau-là de préjugés. Pour apprendre la spontanéité, l'humour, c'est important de ne pas se prendre trop au sérieux. C'est sûr que la sexualité, c'est quelque chose de sérieux, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rire, on ne peut pas s'amuser. C'est un contact humain, là. Si vous êtes dans la performance, c'est clair que ça ne marche pas. Là. Mais si vous êtes dans une relation humaine, il y a de la place pour tout. Là. Il y a de la place pour l'humour, il y a de la place pour le confort. La gêne, l'inconfort, la peur de paraître ridicule, tout ce qui peut passer par la tête, qui pourrait vous couper de votre spontanéité dans l'amour, être soi, bien, à l'aise et confortable en présence de l'autre, ça fait aussi partie du bien-être qui est essentiel à l'abandon. Rire, s'amuser ensemble pendant l'amour, pourquoi pas? Il faut apprendre à jouer avec les sens, avec la sensualité, faire la paix des sens. Mais c'est mon job, ça. On veut surtout parler ici de la réceptivité au plaisir, l'accueillir comme il se présente, sans rien attendre, juste pour ce que c'est. Vivre simplement le moment présent en toute légèreté et en toute authenticité. On se la complique la vie, hein?